Bonjour et bienvenue en tête-à-tête. Notre invité est Amadou Coulibaly. Il est ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, porte-parole adjoint de la campagne d'Alassane Ouattara. Il est avec nous depuis Abidjan. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Monsieur Perleman. Alors nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre. Alors on voit depuis quelques jours un déploiement sécuritaire massif, des manifestations interdites, des arrestations à travers tout le pays. Est-ce que vous craignez pour la sécurité du scrutin ? Nous n'avons pas de crainte particulière pour la sécurité de ce scrutin. Déploiement massif des forces de l'ordre, j'y crois pas. C'est un déploiement donc, qui est conséquent donc, aux événements qui se déroulent sur le terrain. Il n'y a pas, je dirais, de véritable manifestation. Du bilan de ceux mêmes qui ont lancé cet appel, nous nous rendons compte qu'il y a à peine 4 départements sur les 111 que comporte donc, la Côte d'Ivoire et 6 villages sur les 8600 que nous avons, dont vous comprenez que c'est complètement marginal. De ce point de vue, nous n'avons aucune crainte. Est-ce que vous avez des craintes de tentatives de déstabilisation ? Évidemment, on sait que certains candidats qui n'ont pas pu être candidats à la fonction suprême ne sont pas contents, appellent à des mobilisations. Mais est-ce que, de façon peut-être plus dangereuse, vous craignez des tentatives de déstabilisation peut-être venues de l'étranger ? Ça peut être des fantasmes de certains candidats. Nous avons entendu récemment quelque chose qui ressemble à un appel à l'insurrection et à la déstabilisation. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est que le président Ouattara a travaillé à sécuriser ce pays. Nous avons des forces de l'ordre qui sont bien formées. Nous avons de même accru les effectifs des forces de l'ordre. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons réussi à réduire donc le ratio de policiers par habitant. On avait en 2011 un policier pour 1600 habitants. Aujourd'hui, nous avons un policier pour 421 habitants. Donc vous comprenez que toutes les manifestations peuvent être encadrées et encadrées de façon républicaine et conventionnelle, comme cela se fait dans toutes les démocraties, avec un maintien de l'ordre conventionnel. Je suis donc obligé de vous interroger sur ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à un appel à la déstabilisation, à l'insurrection. Est-ce que vous pouvez être plus précis? De qui s'agit-il et de quoi s'agit-il? Nous avons entendu un des candidats inéligibles dire qu'il allait libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. Je me demande comment cela peut se faire si ce n'est pas par une tentative de déstabilisation. Vous l'avez cité. Et vous pensez vraiment qu'il cherche à déstabiliser la Côte d'Ivoire, sérieusement? Il faut juste écouter ses propos. On sait que Guillaume Soro vit au Sahel. Il a été condamné à perpétuité en 2021 pour atteinte à la sûreté de l'État. Est-ce que de ce côté-là, vous avez aussi des craintes ou est-ce que c'est du passé? Il est totalement inaudible aujourd'hui. Alors je vais en revenir à l'élection. Beaucoup estiment que comme les poids lourds ont été écartés par le Conseil constitutionnel, on a parlé de Tidjane Thiam, évidemment Laurent Gbagbo, même Pascal Affi-N'Guessan, l'élection est jouée d'avance, que Alassane Ouattara a face à lui des seconds couteaux et que finalement, dès le soir du 25 octobre, il sera élu au premier tour. Premièrement, je voudrais rectifier, le Conseil constitutionnel n'a écarté personne. Il y a des candidats qui étaient inéligibles. Et les raisons de leur inéligibilité donc, ont été données par le Conseil constitutionnel. Nous respectons tous nos adversaires. Je pense que ce n'est pas juste, et ça peut même paraître méprisant pour certains donc, de nos adversaires, de penser que cette élection était jouée d'avance. Moi, je suis avec beaucoup d'intérêt les campagnes et je trouve qu'il y a au moins 2 d'entre eux qui font une campagne remarquable. Je ne voudrais pas les citer puisque nous sommes en opposition, mais je vais vous demander qui c'est quand même. Seulement, nous avons une machine. Il faut suivre la campagne. Je pense que moi, j'ai accrédité pas moins d'une dizaine d'envoyés spéciaux de France 24 en Côte d'Ivoire. Il faut leur faire confiance. Est-ce que, malgré tout, vous pensez que le président Ouattara va l'emporter dès le premier tour? Nous travaillons à cela.
Nous travaillons à cela depuis au moins 3 ans. Nous avons restructuré le parti autour des lieux de vote. Aujourd'hui, nous avons une capacité de mobilisation qui est exceptionnelle. Donc, nous travaillons à ce que le président Ouattara soit élu dès le premier tour. Nous pensons que cela est possible, non seulement par l'organisation de la machine donc, que nous avons mise en place, mais également par le bilan que le président Ouattara présente. Vous savez que les promesses ne tiennent véritablement que par rapport à ce qui a déjà été réalisé. C'est ce qui vous crédibilise quand vous faites des promesses. Tous les autres candidats peuvent faire des promesses, mais qu'est-ce qu'ils ont montré auparavant? Le président Ouattara, quand il dit « je vais faire des routes », toute la Côte d'Ivoire sait qu'il sait faire des routes. Quand il promet des universités, toute la Côte d'Ivoire sait qu'il sait construire des universités. Quand il promet de réduire la pauvreté, quand on part d'un taux de pauvre de 55% en 2011 pour arriver à 37% en 2025, mais tout le monde sait qu'il sait comment réduire la pauvreté. Donc toutes nos promesses trouvent leur crédit dans notre bilan. Alors c'est vrai que le bilan macroéconomique est flatteur, hein. Le PIB a presque triplé en 15 ans, la croissance, le chômage, mais certains estiment que cette croissance n'est pas suffisamment partagée, que ce soit au niveau géographique et au niveau de certains secteurs, notamment les femmes et les jeunes. Est-ce que là, vous reconnaissez en effet qu'il y a eu des manquements et qu'il va falloir, si le président est réélu, s'atteler à cela? Nous ne sommes pas en train de dire que tout va bien. Il faut regarder la Côte d'Ivoire à l'aune de son parcours. Il faut regarder d'où nous venons. Aujourd'hui, beaucoup a été fait pour les femmes, notamment avec la mise en place du FAFSI. Beaucoup a été fait pour les jeunes, avec notamment l'initiative de l'agence Emploi Jeunes, qui non seulement a créé des emplois, mais également a financé des micro-projets donc, de jeunes. Inévitablement, lors du prochain quinquennat qui vient, nous allons intensifier les actions donc, en faveur de cette population qui constitue quand même 77% donc, je dirais de notre démographie pour ceux qui ont moins de 35 ans. Donc la jeunesse reste effectivement une cible prioritaire. Beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous allons nous y atteler au cours des 5 années donc, à venir. Est-ce que le président Ouattara, s'il est réélu, compte vraiment rester pendant 5 ans? On a beaucoup parlé de peut-être sa volonté de transmettre le témoin à un dauphin, peut-être pendant ce mandat. Ou est-ce qu'il est parti pour un mandat complet? Ou est-ce qu'il y aura une transition durant ce mandat, s'il est réélu, évidemment? Là, je n'ai pas de boule de cristal, c'est le président Ouattara seul qui peut répondre à cette question. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est sa volonté. Donc d'assurer cette transition générationnelle. Tout le monde sait que le président Ouattara était parti en 2020. Il avait désigné, donc, par le biais de son parti, en tout cas son successeur, qui était feu le Premier ministre Amadou Gon. Les choses se sont passées comme elles sont passées. On ne peut pas douter un seul instant de la volonté du président Ouattara de transmettre le pouvoir. Maintenant, est-ce qu'il le fera pendant ou en fin de mandat? Lui seul peut nous répondre. S'il est élu, on a vu le départ des militaires français. Est-ce que vous pensez que la sortie du franc CFA sera un sujet qu'il faudra aborder par la Côte d'Ivoire? Alors, je ne veux pas emprunter le langage donc, des populistes. Présenter la chose en termes de sortie du franc CFA, ce serait apporter du grain à moudre à tous ceux qui se battent, disons, pour une souveraineté totale. Le président Ouattara, dans les conditions d'annonce de sa candidature, a parlé des défis monétaires. Il reste donc convaincu que la question de la monnaie est une problématique qu'il faudra adresser. Et avec le poids de la Côte d'Ivoire au niveau de la CEDEAO, le poids économique, je veux dire, mais également au niveau de l'UEMOA, vous comprenez que nous avons un rôle important à jouer donc, dans ce défi monétaire. Déjà, l'écho a été créé. Après, il faut mettre en place tous les mécanismes qui permettent donc d'y arriver. Ces mécanismes, c'est réussir à harmoniser les déficits budgétaires donc, dans la zone. C'est réussir à harmoniser l'inflation dans la zone.
Ce n'est pas chose facile. Vous avez vu le temps que la mise en place de l'euro a pris. Les questions monétaires sont très complexes et ce n'est pas que des discours qui permettent donc d'arriver à une monnaie unique. Dernière question très rapidement. Le chef de la junte du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, accuse la Côte d'Ivoire d'héberger les opposants, de servir de base arrière aux terroristes qui frappent son pays. Il a raison? C'est grotesque de penser que nous pouvons servir de base arrière aux terroristes. La Côte d'Ivoire est engagée dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons été frappés une fois à Grand-Bassam, une autre fois donc, dans le nord-est à Kafolo, et une troisième fois toujours dans cette même zone à Togolokaï. Donc vous comprenez, nous ne pouvons pas servir de base arrière. Dire que nous abritons, nous hébergeons des opposants, ce n'est pas caché. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Nous avons toujours hébergé donc, des Africains qui avaient des problèmes dans leur pays. Je voudrais rappeler que lorsque l'empereur Bokassa donc, a perdu le pouvoir en Centrafrique, ben, c'est en Côte d'Ivoire qu'il s'est réfugié. Ce n'est pas nouveau. Pour ce qui est des accusations, nous attendons toujours les preuves et vous savez très bien qu'il existe des mécanismes internationaux pour régler ce genre de questions. Nous n'avons rien à nous reprocher, nous n'avons aucun intérêt à déstabiliser un pays voisin dont nous abritons d'ailleurs près de 100 000 réfugiés sur notre territoire et dont la population représente environ 3 millions d'habitants. Voilà les raisons pour lesquelles nous pouvons mettre en doute ces accusations. Amadou Coulibaly, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Abidjan en Côte d'Ivoire et merci à vous d'avoir regardé cette édition sur nos antennes.